Et maintenant, la grande disputation commence avec une première salve d'interpellation de nos collégiennes. On commence par Juliette. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Juliette Doléan, je suis élève de seconde au lycée Guès de Balzac et je suis la première lauréate du concours d'éloquence départemental. Donc moi en tant que jeune, je pense qu'il est important de faire entendre notre voix. C'est pour cela que je me suis investie dans plusieurs instances dans mon lycée, telles que le conseil d'administration, le conseil de vie lycéenne ou encore le conseil académique de vie lycéenne. Simplement, autour de moi, je vois mes camarades lycéens qui ne s'engagent pas et même se désintéressent de la vie du lycée. Et cela se ressent aussi au niveau national. En effet, en 2022, au second tour des législatives, 72% des moins de 30 ans ne sont pas allés voter. Et en 2024, c'est 60% des 18-24 ans qui se sont abstenus lors des élections européennes. Étant confrontée à cette vague d'abstention chez les jeunes, je me demande ce que vous ressentez face à ce manque de représentants de la jeunesse dans la politique. Je m'appelle François Hollande, je suis le 7e président de la République française et je réponds à une jeune fille qui a eu, c'est très encourageant pour toi, le même parcours qui a été le mien quand j'étais collégien, lycéen. Participer à la vie de l'établissement, être délégué de classe, délégué au conseil d'administration. Et je me faisais la même réflexion il y a donc plusieurs décennies. Pourquoi mes camarades ne s'engagent pas davantage? Pourquoi sont-ils aussi indifférents? Pourquoi pensent-ils que la vie va forcément connaître ou le chaos ou le progrès sans qu'ils s'y investissent? Et pourquoi suis-je un des seuls autour de moi à vouloir m'engager? C'est donc pas aussi simple qu'on l'imagine. On croit toujours que, parce que l'histoire a été faite, qu'il y a eu des périodes d'épopée et que nous serions dans une phase, ce qui n'est pas forcément faux, de déclin de l'engagement, en tout cas de péril sur la démocratie, sûrement. Alors, le vote paraissait pourtant l'évidence, parce que quand j'avais l'âge d'être lycéen, le droit de vote était à 21 ans. Et donc, on était frustré de ne pas pouvoir voter. Ce qui a expliqué sûrement que dans les années qui ont suivi, et notamment l'élection de François Mitterrand, les jeunes étaient venus voter. Puis ensuite, il y a une forme d'indifférence qui s'est installée. Et puis, il y a aussi la conscience que dans les discours politiques, les thèmes de la jeunesse ne sont pas forcément empruntés. Certes, on parle du climat, je pense que la prise de conscience est maintenant faite, mais enfin, c'est surtout sur la jeunesse que pèse cette tragédie si le réchauffement devait se poursuivre. Certes, il y a eu la question du chômage qui a longtemps mobilisé les jeunes, mais il y a l'idée que la politique, finalement, l'engagement citoyen, ne permet plus forcément mécaniquement de résoudre ces difficultés. Alors il ne faut pas perdre espoir, il faut prendre son bâton de pèlerin ou de pèlerine et continuer à mobiliser les amis. Parce que l'engagement ne peut pas être solitaire. On ne peut pas, avec simplement un ordinateur ou un téléphone, penser changer le monde. Le monde peut être dévoyé par ce qui se passe sur l'ordinateur ou sur le téléphone, mais il convient, si on veut aller convaincre, d'aller chercher les jeunes et de leur dire que le vote est un élément tout à fait majeur de la démocratie et qu'au-delà du vote, il n'y a pas que le vote. Il y a aussi les cercles de réflexion, il y a aussi les associations, plus tard le syndicalisme, si on est dans une entreprise, que tout ça participe de la démocratie. Et enfin, il faut leur dire, peut-être que ce qui n'était pas présent dans ma génération, la démocratie n'est plus maintenant acquise. Avant, il y avait le risque du totalitarisme. Aujourd'hui, la menace, elle est au sein des démocraties. Donc, il ne s'agit pas de leur faire peur, puisque la peur est aujourd'hui générale. Il s'agit de les convaincre que la démocratie, c'est une conquête, mais c'est aussi une bataille de tous les jours. Deuxième... pardon. Oui, c'est très difficile. Hein. J'ai été confronté dans ma vie politique à beaucoup de jurys, des congrès, des meetings, la télévision. Mais là, être devant à la fois des spécialistes de l'éloquence et des jeunes qui ont obtenu des prix. Moi, jamais j'avais obtenu
un prix d'éloquence, parce qu'il n'y avait pas de concours. Je me console ainsi. Donc je vois la difficulté de l'exercice. Et bonjour à toutes et à tous. Je mesure pleinement l'incongruité de la situation, puisqu'il fallait bien l'association de la maison natale pour imaginer qu'on allait faire une disputation entre François Hollande et moi. J'ai pleinement conscience de l'inégalité totale. Enfin, vous avez un match entre Teddy Riner et David Pujadas. Mais après tout, enfin, je ne dis pas ça physiquement, bien sûr, Monsieur le Président, c'est uniquement nos fonctions respectives. Un ancien président de la République qui a peut-être vocation à le redevenir et un avocat anonyme. Je comprends donc le désarroi qui est le vôtre. D'ailleurs, quand j'étais seul l'année dernière, vous étiez moins nombreux. Il y a forcément un lien de corrélation entre les deux, mais je comprends que vous ayez choisi de vous abstenir l'année dernière, à la fois par peur, parce que nous ne connaissions pas encore, et puis par désir d'être réélu, ce qui est compréhensible, et ce qui est l'idée de votre vie. Donc c'est totalement incongru, c'est parfaitement absurde, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, moi non plus, mais ça nous rassemble, et c'est déjà quelque chose que nous pouvons partager. Alors en réalité, vous avez pris la parole un peu tôt, Monsieur le Président de la République, parce qu'en réalité, il y avait 3 jeunes lycéens qui devaient faire une interpellation commune, et ensuite nous devions prendre la parole. Mais vous savez, un président de la République, dès qu'on lui donne un micro, évidemment, c'est un réflexe pavlovien, il le prend même gratuitement, ce qui est déjà en soi extraordinaire. Donc ce que je veux dire, c'est que nous avons aussi un point commun que je découvre, c'est le conseil d'administration de la vie lycéenne. Simplement, nos vies étaient déjà divergentes puisque vous avez été élu et déjà pas moi. Hein. Donc on avait déjà un décalage de popularité, vous et moi, Monsieur le Président, qui n'a fait que s'accroître. Hein. Je le déplore et je ne le comprends pas. Mais voilà, donc, je pense que nous pouvons peut-être repartir dans le programme tel qu'il était prévu par nos amis lycéens collégiens, pardon, je vous ai vieilli dans un désir de vous amener vers moi, mais et bientôt vers vous. Donc je propose, sinon Nicolas va faire une apoplexie, que nous écoutions avec peut-être cette question qui me venait en vous écoutant, chère Juliette. Moi, mon thème, c'est l'art oratoire, votre thème, c'est l'engagement. Et d'où la question que je soumets à notre réflexion collective, parce que je vous sais amateur de calembour, Monsieur le Président de la République. Est-ce que l'engagement? Alors, on continue la première salle justement d'interpellation, après cette digression de maître Bertrand Perrier. J'appelle Robin pour une deuxième interpellation. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président. Je m'appelle Robin Fredon, je suis élève de 3e au collège Jean Lartois à Jarnac. Moi, je suis jeune, j'ai 15 ans et je m'intéresse à la politique. Mais j'ai souvent l'impression que les politiciens ne parlent pas aux jeunes. Et lorsque ils nous écoutent, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas vraiment au final. Et lorsqu'ils le font, soit c'est avec un langage pas compréhensible pour nous, ou soit c'est en essayant de parler jeune, en s'illustrant sur les réseaux sociaux, mais cela sonne faux pour nous. Nous sommes jeunes, mais nous ne sommes pas idiots. La politique nous intéresse, mais il faut trouver un moyen de communiquer entre nous. Monsieur le Président, comment faites-vous aujourd'hui pour capter l'attention des jeunes? Merci. Comment on fait quand on est vieux pour parler à des jeunes? D'abord, on pense qu'on est toujours jeune. C'est une illusion, mais on se donne l'idée que parce qu'on est parent, on a le rapport avec les jeunes. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, car le père, la mère, exerce une autorité. Il ne se fie pas forcément à ce qu'un jeune peut lui dire, même dans une posture qui est celle de l'écoute. Donc, ce que je veux vous transmettre, c'est que il faut comprendre que votre génération n'est plus aussi nombreuse que celle qui vous a précédé. Qu'il y a aujourd'hui la majorité du corps électoral, c'est-à-dire ceux qui votent aux élections, la majorité de ce corps électoral a plus de 50 ans. Donc le risque, si vous ne vous exprimez pas vous, si vous
faites pas entendre votre voix, si vous ne portez pas vos propres revendications, propositions, c'est que le discours politique ne soit pas forcément adressé aux jeunes, soit adressé aux plus anciens. D'ailleurs, quand vous regardez ou vous écoutez les thèmes politiques ou les découvrez, c'est essentiellement sur la retraite, la fin de vie, le climat, ou plus exactement la dégradation du climat dans les EHPAD. C'est aussi le travail des seniors. C'est la question de la santé, question majeure. Toutes choses qui doivent être traitées. Mais est-ce que l'on parle suffisamment de la qualité de l'école, du rôle de l'intelligence artificielle qui va bouleverser les programmes, de la question des réseaux sociaux qui maintenant se sont imposés dans les formes de communication? Est-ce qu'on parle assez de la paupérisation d'un certain nombre de jeunes étudiants, de l'accès difficile même à la santé de jeunes filles, de la question des violences? Donc ces thèmes-là devraient être au premier rang d'une société qui pense que vous êtes son avenir, ce qui est inéluctable. Mais c'est à vous, parce que la politique, elle n'est que le reflet de vos propres engagements. C'est à vous de prendre la parole. C'est à vous d'exprimer ce que vous ressentez. Dans la génération qui fut la mienne, mai 68, on était enfants. Mais ça avait porté des revendications à l'époque de la jeunesse qui exprimaient l'envie de vivre différemment du passé. Il y a eu d'autres mouvements sociaux où les jeunes ont été très présents. Aujourd'hui, je n'appelle pas à la révolte, je n'appelle pas au sursaut qui serait celui d'une jeunesse qui viendrait sous les fenêtres des ministères demander justice. Mais c'est à vous de vous engager. C'est à vous d'aller dans les partis politiques. Les partis politiques sont faciles à conquérir, il n'y a plus personne. Donc allez-y, la porte est ouverte, et choisissez ceux qui vous conviennent, inventez si c'est nécessaire. Mais vous avez cette possibilité. Et les responsables politiques, ils ne sont que le produit, parfois du vide, parfois de la médiocrité, parfois de l'absence. Donc, je vous retourne le compliment. Hein. Il faut que les responsables politiques comprennent ce que vivent les jeunes et aillent à leur contact. C'est pour ça que moi, je vais beaucoup dans les établissements scolaires. Pour transmettre, je me suis posé cette question, qui était la vôtre. À quoi sert un ancien président ? À quoi sert un président? On arrive à peu près à répondre à cette question. Mais à quoi sert un ancien président? À transmettre. À dire ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a compris, les personnages qu'il a rencontrés, et comment il peut expliquer les désordres du monde d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je reste en lien avec la jeunesse. Mais vous, puisque vous avez 15 ans, on pourrait même échanger, si vous voulez, mais je ne crois pas que ce sera possible. Vous n'accepterez pas ce troc, qui est un troc faustien. Mais je pense que c'est à vous de faire en sorte que la société bouge. Donc allez-y, prenez toute la place. Il n'y a plus personne. Léa, pour une troisième interpellation. Il y en a 6 en tout. Hein. Ah oui, oh là là. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Je m'appelle Léa et je suis élève de 3e au collège Jean d'Artois à Jarnac. Comme l'a dit Robin, nous nous intéressons à la politique, mais nous avons l'impression que la politique, elle, ne s'intéresse pas à nous. Les élus proposent des réponses souvent en décalage avec nos vrais problèmes. Récemment, quand un collégien a assassiné une surveillante, on nous a proposé des portiques de sécurité. Mais qui va s'occuper du vrai sujet, la santé mentale des élèves? Alors, je vous le demande, monsieur le Président, notre avis serait-il entendu? Alors ne soyez pas trop sévère. Vous regrettez quand on l'est à votre égard, quand on ne vous écoute pas, qu'on ne prend pas en compte ce que vous éprouvez. Ne soyez pas trop sévère parce que lorsqu'il s'est produit cette tragédie, bien sûr qu'il y a eu des réponses un peu automatiques, mécaniques. Il n'y aurait qu'à mettre des portiques. Ce jour-là, il y avait un portique. Il n'y aurait qu'à mettre des policiers ou des gendarmes. Il y avait des gendarmes.
Donc on est devant, hélas, des phénomènes qui sont plus graves encore, qui ne peuvent pas être simplement prévenus ou dissuadés par l'installation, qui n'est pas forcément inutile, de caméras, de portiques ou tout autre instrument. Et comprendre ce qu'est la maladie mentale, comment elle peut être détectée, comment il peut y avoir des personnels qui, dans l'école, enfin, dans le collège ou à l'extérieur du collège, peuvent créer une alerte, comment on peut mettre en rapport des professionnels pour qu'avec la famille on puisse éviter qu'il y ait des actes de violence comme nous les avons connus récemment, comment éviter que sur les réseaux sociaux, parce que le processus est souvent celui-là, il puisse y avoir un appel à la violence ou à la haine, et ensuite avoir des événements comme ceux qui se sont produits, pas simplement dans cet établissement, mais dans d'autres. Donc voilà ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas une réponse. C'est ça aussi peut-être une des leçons qu'il faut garder à l'esprit. Il n'y a jamais une réponse unique à une situation aussi grave. Il faut aller chercher les causes et puis agir. Et agir pas simplement dans l'instant. Ça c'est souvent le problème de la politique. Je l'ai connu en étant en responsabilité. Un fait atroce se produit. J'ai connu hélas des épreuves terroristes. La réponse, c'est de faire une loi tout de suite. C'est d'avoir immédiatement des solutions qui peuvent apparaître comme apaisantes dans un premier temps, mais inefficaces dans un second. C'est essayer de comprendre ce qui se produit et d'agir dans la durée. Pas simplement se contenter du vote d'une loi ou de la prononcée d'un discours, agir dans la durée. Et un des problèmes de la politique, c'est que l'instant est devenu déterminant. Quand il y avait François Mitterrand, président de la République, puisqu'on est dans cette maison, le temps de l'action était étiré. Non pas parce qu'il y avait le septennat, mais parce que l'actualité, elle se faisait essentiellement chaque jour, chaque semaine, le journal télévisé rythmait la vie politique. Aujourd'hui, je l'ai connu moi-même comme président, sur les réseaux sociaux. Celui qui a envahi les réseaux sociaux sur le plan politique, c'est Donald Trump. Vous vous réveillez le matin, vous avez la pensée, c'est beaucoup dire, mais vous avez le tweet de Donald Trump, la phrase de Donald Trump. Il ne va jamais au bout de 2 phrases. C'est déjà un effort qu'il a compris, inutile, puisqu'il va frapper d'autant plus intensément que son discours se réduit à une annonce, un fracas. Et donc, les réseaux sociaux envahissent ce type d'événements et donc rendent plus difficile le discours politique. Qu'est-ce que c'est qu'un discours politique? Qu'est-ce que c'est que l'éloquence que vous avez réussi à travailler? C'est une démonstration. Ce sont des arguments que vous ajoutez les uns après les autres, avec une forme qui doit être elle-même maîtrisée. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus, hélas, là. Hein, c'est les réseaux qui font l'information, hélas, de beaucoup. Donc c'est de tout cela qu'il va falloir s'emparer. Votre génération, nous sommes aujourd'hui face à une menace bien plus grande que celle que j'avais pu identifier il y a encore quelques années avec la finance. Là, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de la domination, de l'empire des algorithmes. Ce sont les algorithmes qui vont vous menacer directement. Et c'est à ça que nous devons répondre politiquement. Attention, Monsieur le Président, vous allez subir une attaque imminente de Maître Bertrand Perrier. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je pense qu'on a un scoop. Je ne sais pas s'il y a des journalistes, mais je pense que la phrase « François Hollande, : dans les partis, il n'y a plus personne » mérite d'être portée à la connaissance du plus grand nombre. Surtout à gauche. Oui, personne ne se retrouvera d'ailleurs. Voilà. C'est d'ailleurs assez frappant, moi qui vote à droite, parce qu'on a le physique de ses convictions. Je suis assez frappé de voir que à gauche, actuellement, il y a 3 candidatures uniques. Hein, c'est amusant. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, une sorte d'incarnation de la Trinité. Peut-être qu'ils sont 1 en étant 3 ou 3 en étant 1. Et alors, un mot sur Trump. C'est vrai, c'est navrant. Monsieur le Président de la République, il a laissé passer un mandat, il a été réélu après. À qui pensez-vous? Je ne sais pas du tout. Et je crois que les autres anciens sont définitivement empêchés.
Vous êtes le seul qu'on croise plus à Jarnac qu'au tribunal judiciaire de Paris. Et je me réjouirais de pouvoir ne pas voter pour vous. Non. Sur 15 ans, c'est extra. Moi, quand j'avais 15 ans, d'abord, j'étais pas là. Je me souviens à 15 ans de la tête de mes parents quand François Mitterrand a été élu. C'était quelque chose. Bravo d'avoir pris la parole sur ce thème absolument essentiel et d'avoir considérablement, rajeuni la moyenne d'âge. Enfin, la moyenne d'âge, il y en a une sur scène et une qui est différente dans le public. Enfin, et donc, quand vous disiez, Monsieur le Président de la République, avec assez de justesse, que les politiques font les politiques auxquelles ils sont confrontés, ou ils sont susceptibles d'être confrontés, d'où leur intérêt d'ailleurs pour la politique carcérale, eh bien, les jeunes se sentent en effet parfois un peu abandonnés, mais je vais te dire une chose. Tu penses sans doute que les politiques ne savent pas te parler. C'est probablement vrai. Mais je me demande si, dans ta question, il n'y a pas quelque chose dans l'ordre d'un double mouvement. Bien sûr que les politiques doivent faire un mouvement vers vous, mais peut-être que c'est à vous aussi de ne pas attendre totalement passivement que la politique vienne à vous. Et tu t'intéresses à la chose politique, et c'est formidable. Et je crois qu'il y a aussi un mouvement à faire. Est-ce que la politique, finalement, la parole politique, c'est simplement quelque chose qui doit se jeunifier et finalement se plier à tous les codes de la parole de la jeunesse? Je n'en suis pas absolument certain. Je crois qu'il y a un mouvement d'un côté comme de l'autre. Probablement que, comme deux amants un peu brouillés, vous avez chacun à vous rapprocher les uns des autres pour le bénéfice de tous. Mais évidemment, il faut aussi que vous ayez l'idée, peut-être, que la politique peut changer votre vie. Peut changer votre vie à vous, vous qui ne pouvez pas encore voter. Mais je crois quand même que malgré tout, même si encore une fois nous avons des désaccords, vous avez beaucoup fait pour cette jeunesse. Encore aujourd'hui, vous êtes l'un des présidents qui a probablement le plus fait pour cette jeunesse. Et encore aujourd'hui, depuis la France s'engage en primant beaucoup d'associations de jeunesse, notamment Trouve ta voix, qui est une association qui promet la parole des jeunes. Donc voilà, il y a probablement un mouvement d'un côté comme de l'autre pour que ces deux amants cessent de s'ignorer et se rassemblent sous les frondaisons de Jarnac. La démographie a cette évolution, il y a moins de dynamisme de natalité, donc une jeunesse qui a une part plus minoritaire encore que par le passé dans la structure même de la population et notamment celle qui vote. Mais il faut rester confiant. Contrairement à bien des idées reçues, les personnes de plus de 50 ans ne sont pas forcément préoccupées que de leur situation. Ce qui fait la force d'un mouvement politique, c'est d'être capable de rassembler une nation autour de son avenir, autour de son destin. Le vrai projet, c'est pas simplement de développer des priorités. Le vrai projet, c'est de dire qu'est-ce que nous voulons être ensemble dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que nous voulons bâtir ensemble? Et c'est la raison pour laquelle les questions qui concernent la jeunesse sont les questions de tous, c'est-à-dire de tous les citoyens. J'avais pris effectivement en 2012 comme axe de campagne la jeunesse. Parce que je savais que pour les personnes qui sont les plus loin de cet âge, l'envie de pouvoir servir cette génération qui vient était plus forte. Et c'est la raison pour laquelle la vie politique n'est pas une addition de catégories. Souvent, les programmes politiques, c'est de s'adresser tantôt aux retraités, tantôt à ceux qui vont le devenir, tantôt aux actifs, tantôt aux jeunes, et puis prendre les catégories sociales, voire même maintenant, on voit bien la segmentation de ceux qui s'occupent plutôt des quartiers populaires, qui essayent de prendre les quartiers populaires par un prisme, d'autres qui s'occupent du secteur rural. Non. Un programme politique, un projet politique, c'est celui qui parle à tous. Et une des erreurs, parce qu'on parlait de Trump, une des erreurs des démocrates américains, depuis longtemps d'ailleurs, c'était de penser qu'ils pourraient gagner une élection, ils en ont gagné, avec l'addition de minorités, l'addition de catégories. Or, la démonstration est faite. Pour gagner une élection présidentielle, il faut être capable de parler à tous. Non pas de faire en sorte que tous vont voter pour vous, ça c'est difficile,
mais que chacun puisse être concerné dans un ensemble dans lequel nous pensons que nous avons un destin commun. C'est pour ça qu'il faut être confiant dans ce que va être les préoccupations de la jeunesse dans les discours politiques. Alors maintenant, on va complexifier un petit peu l'attaque. J'appelle les 3 fines lames de la Fédération francophone de débat, Hugo, Samy et Tom, pour trois interventions coordonnées. Monsieur le Président, alors, en ce qui me concerne, le physique de ces idées, moi je vote à gauche, je vous rassure. Mais en entendant les questions qui vous sont posées par la jeunesse, en homme de gauche, j'aurais envie de vous demander, est-ce que finalement, le problème, ce ne serait pas le système? Est-ce que le problème, il n'aurait pas un nom et un visage finalement? Et ce serait peut-être celui de la Ve République. Est-ce que nous n'avons pas besoin aujourd'hui, nous, citoyennes, citoyens, d'un peu plus de démocratie délibérative? Est-ce que finalement la démocratie représentative, où l'on va abandonner sa souveraineté tous les 5 ans pour un candidat, vous ou un autre, peu importe, ce n'est pas ça le problème? Puisque nous sommes dans la maison natale de François Mitterrand, lui qui a écrit le coup d'État permanent, j'aurais envie de vous dire, est-ce que celui qui ne conçoit pas la rupture politique, ça va de soi, cette Seconde Guerre, celui qui ne conçoit pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite avec la Ve République, celui-là, on pourrait le dire, il ne pourrait pas être membre du Parti Socialiste. On peut l'appeler parce que c'est un détournement d'un discours de François Mitterrand. Car le discours sur la rupture est un discours qui a été prononcé en 1971 dans un congrès qui était le congrès d'Épinay. Et la rupture, c'était avec le capitalisme, c'était pas avec la Ve République. Et François Mitterrand, qui avait dénoncé la Ve République, notamment dans un livre pamphlet, Le coup d'État permanent, a compris assez tôt, c'est ce qui a fait sa victoire, qu'il fallait s'insérer dans la Ve République s'il était à ce moment-là possible d'emporter une élection présidentielle. Mais la question, néanmoins, elle demeure. Est-ce que nos institutions n'ont pas vieilli? Est-ce qu'elles ne sont pas fatiguées? Est-ce que cette présidentialisation, qui s'est sans doute encore amplifiée avec le quinquennat, n'a pas conduit une partie des citoyens à se détourner de ces institutions, à craindre qu'elles ne puissent pas répondre à leurs aspirations? C'est ce qu'on avait aussi entendu au moment du mouvement des Gilets jaunes. C'était une forme violente, mais elle n'a pas toujours été violente. Et il y avait cette envie de participation. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est l'élection du président de la République au suffrage universel qui est le problème? Non, je ne vais pas dans ce sens. Et étant redevenu député, je ne suis pas sûr que l'Assemblée nationale, en elle-même, ait les ressources nécessaires pour vivifier la démocratie. Parce que dans l'éclatement que nous connaissons, il n'y a pas la force qui peut se dégager d'une assemblée. Alors qu'une élection présidentielle donne à celle ou à celui qui va avoir le pouvoir d'exercer cette fonction la capacité à entraîner la nation. Mais faut-il encore qu'il y ait des contre-pouvoirs? Et de ce point de vue, ce qui est tout à fait navrant, c'est que la décentralisation n'a pas été portée jusqu'à son point le plus souhaitable, que la démocratie sociale, on l'a encore vu récemment avec l'échec du conclave, c'est-à-dire la possibilité que des syndicats et que des employeurs puissent se mettre d'accord sur un certain nombre d'évolutions, et puis que les citoyens ne soient pas régulièrement consultés par référendum ou par toute autre procédure. Et donc on a sûrement besoin de revivifier les institutions par une participation plus directe des citoyens, sans mettre en cause forcément la Ve République et l'élection du président au suffrage universel. Mais je pense que la situation internationale et puis l'état politique du pays change ce que va être la fonction présidentielle en France, et notamment après 2027. Je ne pense plus que le président puisse être le chef complet de l'exécutif comme il l'a été. Je ne pense plus que la verticalité dont on a parlé beaucoup ces dernières années soit la forme la plus efficace. Je pense qu'on a besoin d'un président qui ait de la hauteur, qui soit capable sur les grands enjeux de donner une vision et de fixer le cap.
qui soit sur les questions internationales, et nous en avons besoin, capable de donner une force à la parole de la France, capable sur le plan européen d'aller dans un sens qui n'était pas forcément celui qui était prévu, y compris par François Mitterrand, c'est-à-dire de donner à l'Europe les moyens de se défendre, les moyens d'exister, y compris par rapport aux États-Unis. Donc il y aura sûrement une évolution de nos institutions, et plus le président sera justement sur cette hauteur-là, plus les citoyens devront être impliqués dans la vie courante de la nation, et sûrement avec les institutions représentatives, c'est-à-dire le Parlement, mais pas seulement le Parlement, c'est-à-dire tous les acteurs et tous les citoyens par des formes nouvelles d'expression, même si, comme je le dis, hélas, les formes d'expression aujourd'hui, les formes de débat sont sur les réseaux sociaux et où les uns ne parlent qu'aux uns et jamais aux autres. C'est ça le problème de la démocratie. La démocratie, vécue là, il faut qu'il y ait de la confrontation, de la conflictualité, on n'est pas tous d'accord, mais on se parle, on échange, on cherche ensemble des solutions. Et c'est ça l'enjeu d'une bonne république, c'est celle qui fait en sorte que nous puissions ensemble trouver des réponses, qui ne seront pas forcément les mêmes, mais qui permettent de rester unis. Un des problèmes de toutes les sociétés démocratiques, c'est leur éclatement. C'est le fait qu'on vit les uns à côté des autres. Or, le propre d'une république, c'est de vivre ensemble. Alors pour poursuivre, on va peut-être prendre en même temps les deux interventions de la FFD, oui. Samy et Tom, en même temps. Les deux autres filles lames, enfin, une lame en tout cas. J'aimerais quand même revenir sur ce qui a été un peu dit par nos collégiens, qui sont, bon, peut-être un petit peu méchants, effectivement, puisque deux solutions ont déjà été proposées pour remettre les jeunes au centre. La première solution, c'est l'euthanasie, la deuxième, c'est la canicule en EHPAD. Ce qui sont, c'est du socialisme réel. Bon, ça sera peut-être plus compliqué pour organiser cette rencontre l'année prochaine, mais ça a le mérite d'être une proposition qui remet en avant, comme dirait une certaine Valérie, nos amis les jeunes. Alors, j'aimerais rebondir sur une vraie question qui a été posée cependant, c'est la question de la santé mentale. Vous avez été pendant plusieurs décennies, Monsieur le Président, au Parti Socialiste, vous avez fréquenté Jean-Luc Mélenchon, vous avez travaillé avec Manuel Valls, donc en santé mentale, vous vous y connaissez. C'est plus une consultation qu'une question, finalement, que je vous adresse. Mais il n'y avait pas que, hein, il y en a eu d'autres. Mais je n'ai que 2 minutes. Il y avait tout un établissement, hein. Et plus sérieusement, il y a aussi la question, puisqu'on parle d'engagement, de la santé mentale des élus eux-mêmes, puisqu'on a vu beaucoup de maires, de présidents de conseils régionaux démissionner face à la charge des fonctions. On voit beaucoup dans des mairies de petits villages, des maires refuser d'être candidats. On voit des problèmes qui sont des problèmes qui touchent la société, qui est la question des addictions, y compris au plus haut niveau, non pas pour porter un jugement, mais pour dire que si ce problème-là se retrouve aussi au niveau des élus, peut-être qu'on revient sur cette question du système, c'est que est-ce que c'est ce fonctionnement-là, en rythme effréné, tel qu'il fonctionne, qui pose peut-être en soi un problème, s'il vient même à perturber la santé mentale de gens qui sont normalement fourbus, qui ont l'habitude de la difficulté. Donc ma question est très simple. Comment allez-vous ? On va prendre peut-être les deux questions, la question suivante pour une réponse commune. Tom. Monsieur le Président, je me souviens d'un discours que vous avez prononcé à l'honneur de Jaurès. Un discours plus vieux. Un discours qui aujourd'hui aussi, devant cette assemblée, pourrait être plus vieux. Lorsque l'on s'adresse à une population qui vieillit, vous l'avez dit vous-même, quand les personnes plus âgées en 2012 s'intéressaient à la question des jeunes, là maintenant, on s'y intéressait. Parce que l'électorat était plus fort. En quoi est-ce que, en tant que président, qui maintenant vous avez la hauteur, vous allez vraiment vous engager pour les jeunes vis-à-vis de ces graines d'orateurs, de politiciens, ces graines d'engagés qui vont nécessairement refaire notre nation? Je commence par la question de ma santé. Non pas physique, qui pour l'instant est encore assez préservée, mais de la santé mentale. Ça peut paraître une boutade, même si depuis très longtemps, il y a eu la question de savoir si les dirigeants n'étaient pas, à un moment ou à un autre, atteints par une folie. Cette question, elle hante la République. Il y a eu un président de la République, il y a longtemps, qui a eu un accident de santé mentale, qui était descendu du train en pyjama, ce qui n'était quand même pas si fréquent, et qui a donc été arrêté, qui s'est arrêté lui-même,
car connaissant sûrement une dépression, qui n'avait pas été nommée comme telle à cette époque. Un livre récent de Patrick Veil a montré que le président Wilson, président américain qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avait bâti le système de la SDN, a été sûrement atteint d'une maladie mentale et n'a pas pu aller jusqu'au bout de son intention. Et les États-Unis n'ont jamais été partie prenante de la SDN. Ça a eu des conséquences, notamment pendant et avant la Seconde Guerre mondiale. Donc la question de savoir si à un moment les dirigeants ne peuvent pas être eux aussi touchés par ce que connaissent les élus locaux, c'est-à-dire une fatigue, une dépression, une appréhension. On le tolère pour un élu local, on ne le tolérerait pas pour un président de la République. Et quand il se produit des tragédies, on en a parlé, quand il se produit des crises, est-ce que ceux qui gouvernent sont en état psychologique de les affronter? Je m'étais donc posé cette question pendant mon mandat et surtout après. Et je m'étais dit, si j'avais par exemple, au moment des attentats, dit je pense que j'aurais besoin d'une assistance psychologique. Je pense qu'une grande partie de l'opinion aurait dit quand même il faut le changer le plus rapidement possible, parce que si devant cette épreuve, avec cette gravité, avec les risques pour la nation, le chef de l'État demande une assistance, qu'il le demande à des ministres, passe encore, mais à des docteurs, et donc à aucun moment j'ai pu faire cette proposition. Mais comme des présidents ont été malades au cours de leur mandat, et comme il y avait des médecins autour d'eux, c'est vrai qu'il ne serait pas absurde qu'il y ait autour, de manière structurelle, pas pour un président en exercice aujourd'hui, mais pour le prochain, peut-être, non, structurellement, d'avoir des gens qui puissent être à côté de vous pour, non pas simplement des amis, puisqu'on a parlé des amis, ça compte les amis jouent ce rôle aussi, mais pour être en regard avec vous, pour savoir si vous tenez bon, si vous avez les capacités de bien décider. Je ne présenterai ça pas dans un programme, donc vous avez l'exclusivité, mais c'est vrai que nous devons réfléchir à ces situations. Les maires, et vous l'avez relevé, ont aujourd'hui une fatigue. Non pas parce que c'est plus dur, oui sans doute parce que c'est plus dur. C'est plus complexe, l'administration est de plus en plus tatillonne, les responsabilités de plus en plus grandes, les engagements des citoyens peut-être plus faibles, et l'attitude consumériste d'un certain nombre de Françaises et de Français plus grande. Donc on va chercher son maire à toute occasion et pas forcément avec le respect. Mais ils ne sont pas si malades que ça, parce que généralement, et on l'aperçoit, ils durent quand même les élus. Il y en a qui sont quand même à leur 5e, 6e mandat et ils ne veulent pas décrocher. On aurait envie de leur dire, ben, il faut peut-être vous reposer là un moment, il y a une petite fatigue qui peut vous saisir. Donc voilà pourquoi je pense que cette question, qui est beaucoup plus sérieuse qu'on pourrait imaginer, savoir si ceux qui nous gouvernent sont quand même en capacité d'agir. Et ça ne doit pas être pour nous une suspicion, mais il faut mesurer ce que c'est que la gravité de la tâche. Souvent, pardon de cette digression, on me pose des questions en me disant mais est-ce que Poutine était fou? Ou est fou, parce qu'il n'y a pas de raison de parler à l'imparfait, pour l'instant. On me pose la même question, est-ce que Trump est fou? Non, ce sont des êtres qui ont d'autres modes de raisonnement que les nôtres. Et l'un et l'autre, même s'ils sont différents dans leur processus d'élection, il y en a quand même qui a été élu par le peuple et l'autre qui enferme ses opposants. Ça change quand même, même si Trump peut-être est tenté par la première solution. Mais malgré tout, ils conçoivent les rapports de force. Ils vont jusqu'au bout de ce qu'on leur laisse faire. Donc il ne faut pas mettre sur le compte de la folie ce qui est en réalité une forme d'action politique qui est fondée sur la sidération, qui est fondée sur la peur qu'ils peuvent inspirer. Alors je passe à l'autre question sur ce que
j'entends faire de ces interpellations de jeunes, comment les convaincre, quels mots utiliser, les mots. C'était une des questions qui était la première adressée à moi. Quels sont les mots? Ce qui m'a frappé, parce que vous avez parlé du discours de Jaurès, qu'il avait fait un discours bien connu devant des lycéens d'Albi, c'est qu'on croit qu'il faut parler jeune. Tout à l'heure, quelqu'un a eu cette expression. Il faut parler jeune aux jeunes. Alors c'est vrai qu'il y a une TikTokisation des esprits aujourd'hui. Il y a un héros sur TikTok qui est d'extrême droite, même s'il ne se présente pas comme tel. Donc il y a une forme, je vous l'ai dit, qui utilise des images, qui utilise des impressions, qui utilise des connivences, des sympathies, etc. Mais dans toute l'histoire de la République, et François Mitterrand l'a illustré parfaitement, le discours est un discours qui n'est pas un discours facile. C'est un discours exigeant. C'est un discours qui à la fois est cultivé, qui est instruit et qui transmet. La meilleure façon de s'adresser aux jeunes, c'est de les prendre avec leur intelligence. C'est de les prendre avec leurs émotions, sûrement. C'est de les prendre dans une forme qui va les élever. L'intelligence, c'est celle qui arrive à être partagée. C'est pas un discours qui prend de haut, même s'il faut de la hauteur. C'est un discours qui va transmettre une culture. La politique, c'est une culture. C'est un apprentissage de l'histoire. C'est une philosophie. Et c'est pourquoi s'adresser aux jeunes, c'est s'adresser dans une formule de transmission. Le discours politique, c'est un discours de transmission et d'espoir. Et c'est ça que j'essaye de faire. Merci, Monsieur le Président. Pour conclure cette grande discussion, je vous propose aux trois collégiens, pour cette dernière salle, de prononcer vos interpellations en même temps. Alicia, Juliette et Océane. Et après, le Président pourra conclure. Monsieur le Président, je m'appelle Alicia et je suis la gagnante du concours d'éloquence 2025 et je vis dans le quartier du Champ de Manœuvre à Soleil. J'aimerais à présent vous parler d'un sujet qui me touche au quotidien. Notre Constitution stipule que tous les citoyens, hommes ou femmes, sont égaux. Je trouve pourtant que dans mon entourage, les filles ne sont pas réellement prises au sérieux. Leurs idées ne sont pas suffisamment considérées. Dans les familles, les désirs et les choix d'orientation professionnelle sont davantage respectés, pris en compte pour les garçons et moins pour les filles. De même, une fille se verra contrainte de faire les tâches ménagères, tandis que les garçons, eux, auront du temps libre pour des futilités. Mais ne baissons pas les bras. Suivons plutôt Simone de Beauvoir qui disait « La femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité. Il ne faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. » Et vous, Monsieur le Président, comment, en tant qu'homme politique, pourriez-vous faire en sorte que les filles de quartier soient véritablement prises au sérieux? Merci. Juliette. Monsieur le Président, l'écologie est également un thème important pour la jeunesse. Vous m'en avez parlé lors de la réponse à ma première question. Je me permets de revenir dessus. C'est notre avenir que nous voyons se jouer devant nous. Et pourtant, beaucoup de discours qui se suivent sont assez contradictoires de la part des politiques. Si nous prenons par exemple en 2017, lors du début de son mandat, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le fait qu'il voulait supprimer l'utilisation du glyphosate, un pesticide qui est connu pour être néfaste pour l'environnement et la santé. Simplement, 2 ans plus tard, en 2019, il est revenu sur cette promesse et maintenant, en France, le glyphosate est encore utilisé. Alors, face à ces discours politiques successivement contradictoires, je voudrais vous demander quelle place accordez-vous à l'engagement écologique dans l'action publique? Pensez-vous que les responsables politiques prennent la réelle mesure de l'urgence écologique pour l'avenir de notre jeunesse? Dans quel état retrouverons-nous notre planète dans 30 ans? Merci. Et enfin, Océane. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Océane Payen, je suis élève de 3e au collège Jean Lartaud de Jarnac et je suis la lauréate du concours éloquence 2024. Je suis dynamique, sportive et j'ai plein de projets pour l'avenir. Mais par rapport à mes projets dans l'avenir, ça me déprime un petit peu. Dans le monde actuel, la jeunesse se noie dans un flot d'informations négatives, stressantes, voire angoissantes.
Les guerres, la planète qui brûle, les conflits géopolitiques. Comment grandir dans un monde qui s'effondre? Et la question peut se poser. Comment s'épanouir dans une société où l'inquiétude est normale? Monsieur le Président, où sont les discours d'espoir censés nous tendre la main pour avancer? Monsieur le Président, pour conclure. Ben voilà, et le programme est fait. J'ai bien fait de venir ici à Jarnac. La participation citoyenne a donné des résultats inespérés. Nous avons donc l'idée d'égalité, mais de l'égalité qui se traduise réellement et qui ne soit pas simplement des conditions apparemment communes qui aboutissent à ce qu'on ait des établissements où il y a des résultats scolaires qui ne correspondent pas à ce que l'on peut trouver dans d'autres établissements, avec des populations qui ne sont pas les mêmes, n'ont pas toujours les mêmes origines, avec une mixité sociale qui s'est sans doute dégradée, et avec la question qui est toujours la même, mais posée différemment des années 70 ou 80, puisque vous avez cité Simone de Beauvoir. Là, il s'agit de tout ce qui va être l'orientation, la pesanteur familiale dans certaines attributions des genres. Qu'est-ce que font les filles, qu'est-ce que font les garçons? De la place des religions qui se sont accrues, sans doute, dans leur influence ces dernières années. Et puis de la question de savoir quelle discipline les jeunes filles peuvent suivre par rapport aux garçons. Il y a un recul, par exemple, aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs. Il y a moins de filles aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs qu'il y en avait il y a quelques années. Il y a moins de filles qui se dirigent vers les études scientifiques qu'il y a quelques années. Et donc, il y a là des pesanteurs qui ruinent l'espoir de beaucoup de jeunes filles d'accéder aux fonctions les plus importantes. Donc voilà, sur le plan scolaire et de l'égalité, ce que nous devons faire. Parce que ce qui va se passer à travers ces orientations qui vont être finalement défaillantes, ça va se traduire pendant des années dans la société française, avec des pertes, avec des gâchis de compétences et de talents. Mais on suivra ton orientation. Parcoursup, de ce point de vue, est un recul par rapport à ce qu'était le système des examens ou des concours. Parce qu'au moins on connaissait la règle. Aujourd'hui, avec Parcoursup, beaucoup de normes, de codes sont des familles les plus favorisées par vos familles qui ignorent tout des systèmes d'orientation. Alors ensuite, l'écologie. L'écologie, c'est à la fois une obligation et une politique. Et comme vous l'avez très bien dit, ce qui est nuisible à la politique, c'est ses allers-retours. C'est-à-dire qu'au moment où il se passe une canicule, tout le monde dit faut agir. Et puis après, je vous assure, il va pleuvoir. Même si je ne suis plus là, il pleuvra. Et on dira, mais nous sommes victimes d'inondations, nous sommes victimes de températures qui sont anormalement basses, et on oubliera. On oubliera d'ailleurs que la pluviométrie est aussi liée au réchauffement climatique. Et donc, quand on prend des mesures, faut-il encore qu'elles soient bien ciblées, c'est ce qu'on avait essayé de faire avec l'accord de Paris sur la COP21. Quand on prend des mesures, il faut qu'elles durent, pour que chacun s'adapte à ces mesures-là. C'est vrai que le glyphosate, ça oblige un certain nombre d'agriculteurs à changer leur mode d'exploitation. Si on leur dit, mais dans 2 ans ou dans 3 ans, parce que vous avez des difficultés, on va supprimer cette obligation, ce qui est en train de se faire dans une loi qui va encore être votée, pourquoi s'adapter, puisque c'est pas nécessaire, puisqu'on peut toujours revenir sur la décision précédente. Là, aujourd'hui, on entend parler d'un ministre de l'Intérieur qui devrait s'occuper davantage peut-être de son domaine de compétence, qui veut interdire les renouvelables. C'est étrange. On sait bien qu'on a besoin du nucléaire, qu'on a besoin du renouvelable. Et ça, c'est une question énergétique. C'est pas pour 2 ans, c'est pas pour 3 ans, c'est pour 30 ans, c'est pour 40 ans. C'est précisément pour toute votre vie, savoir où on veut aller. Et donc, ce dont on a besoin, c'est d'une politique qui, au-delà des alternances, fixe un cap. Et ensuite, chacun, compte tenu de l'enjeu climatique, s'adapte à ce qui vient d'être tracé. Alors après, c'était la question... reprenez-la, parce que... message, oui, alors c'était sur la peur. C'était sur le fait que les jeunes vivent
des inquiétudes successives et même qui s'additionnent. C'est vrai, aujourd'hui, être jeune de 16 ans, 15 ans, c'est entendre parler de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe à Gaza, d'une bombe qui a été lancée sur l'Iran, de savoir que le climat peut dégénérer encore dans quelques années, de violences qui se passent ici. Et donc, il n'y a pas que les jeunes qui sont soumis à ces peurs-là. Et ça, je veux essayer de vous en convaincre. Des peurs, il y en a toujours eu. Avant, c'était la peur de la guerre froide, la peur de la guerre nucléaire. Parce qu'il y avait eu une bombe nucléaire qui avait été quand même balancée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, pendant toute une période, ceux qui sont là pouvaient s'imaginer qu'un jour, il y aurait la guerre nucléaire. C'était une peur. Puis après, il y a eu la peur du chômage qui a été quand même, pendant toute une période, très, très, très intense. Et la peur fait toujours partie de la vie. Le fait nouveau, c'est qu'il y a des partis politiques, notamment extrêmes, qui utilisent la peur. Parce que la peur provoque une réaction qui est humaine, qui est courante. Face à la peur, qui n'efface pas le danger, mais face à la peur, on se replie, on se barricade, on s'enferme. On s'enferme individuellement, on reste chez soi et on attend, et on s'enferme collectivement, et du protectionnisme, on se met des barrières, on empêche les allées et venues, etc. Donc, face à cette peur, le seul élément, et vous avez utilisé le mot, c'est l'espoir. Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on conjure les peurs en agissant sur les causes de ces peurs? Et les guerres, elles ne sont pas inéluctables. Il faut se défendre par rapport à ceux qui nous menacent. Il faut être capable de voir un rapport de force qui aboutisse à des négociations et à de la paix. De la même manière, sur le climat, on n'est pas dépourvu de moyens, on peut agir. Même sur la crise sanitaire, on peut dire tout ce qu'on veut de la crise sanitaire, ce qu'elle a produit en termes de santé mentale. Enfin, on s'en est sorti. Et franchement, je l'ai dit souvent, valait mieux prendre un vaccin fabriqué aux États-Unis ou en Europe que prendre le vaccin de Poutine ou confiner toute la population en Chine comme ça a été fait. Donc la démocratie, elle a des ressorts, elle a des ressources. Et même face à des crises comme celle-là, sauf qu'il y aura toujours des complotistes, mais face à des crises même sanitaires, nous sommes plus forts que les dictatures. Et enfin, sur la question majeure de ce que peut être un avenir pour une nation comme la France qui peut se dire, mais dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on pèse 70 millions d'habitants, est-ce que ça a encore une force dans le concert des nations face à la Chine, face à la Russie, face aux États-Unis? Mais oui, bien sûr. Oui, parce que la France, c'est pas n'importe quel pays. Et c'est pour ça que je dis souvent, vous avez de la chance d'être né en France. C'est pas facile de vivre en France, il y a toujours des problèmes. Mais enfin, quand même, moi j'ai fait le tour du monde. Le tour du monde. Et je me suis toujours posé la question, dans quel pays, en dehors de la France, je voudrais vivre? Je n'en ai pas trouvé un. Pas un. Alors si, on peut dire l'Italie parce que c'est plus près de la France et qu'il y fait plus chaud. Mais maintenant, on a tout ce qu'il faut en termes de chaleur. Donc, pourquoi la France? Pas parce que c'est plus beau qu'ailleurs. Mais parce qu'il se trouve qu'on a quand même en France eu les droits de l'homme, la vie en commun, la démocratie, la République, la capacité d'avoir un système social, une culture, une langue. La langue française, je ne parle pas de la langue créole comme il voudrait la changer, celui qui était atteint de je ne sais quel syndrome dans le parti que j'ai à un moment présidé. Donc, il y a cette idée que nous sommes la France. Et la France, elle peut agir. Et la France, elle peut, avec d'autres, bien sûr, porter une voix différente de celle de ceux qui, aujourd'hui, menacent la paix ou écartent toute solution multilatérale. Voilà pourquoi il faut y croire encore. Et quand on a cette possibilité d'être citoyenne française, bah on a l'espoir qu'on va porter un message au monde. Ce qui m'a toujours saisi, c'est que les Français, ils doutent toujours d'eux-mêmes. On est comme ça. On est fiers aussi. Mais on doute de nous-mêmes. Alors que, moi, ce qui m'a toujours saisi quand je faisais mes voyages à l'étranger comme président, puis même quand je ne suis plus président,
c'est qu'on est aimé par les autres. Par beaucoup de pays du monde qui nous regardent, qui disent quand même que la France a une histoire, a un message, a une culture. Et je me dis, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter d'être aimé comme ça? Eh bien, c'est les générations qui vous ont précédé qui ont permis que la France puisse avoir encore cette force. Et les personnages, puisqu'on est ici dans la maison de François Mitterrand, il y a des personnages qui comptent dans le regard que les autres ont de nous et de la France en particulier. C'est en sens que je crois quand même à l'élection du président de la République au suffrage universel, parce que, à part quelques résultats qui sont plus décevants, le reste est quand même plutôt en faveur de la démocratie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes,